Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme, Bruxelles entre dans le vif du budget européen. La Commission européenne a dévoilé sa proposition de budget à long terme, lançant ainsi un cycle de négociations qui s'annonce houleux. En ligne de mire, la répartition des fonds et la contribution des États membres. Déjà, des pays contributeurs nets comme l'Allemagne et les Pays-Bas jugent le projet trop ambitieux. Mais au-delà du bras de fer politique, ce sont des enjeux majeurs qui se dessinent. Qui bénéficiera des investissements dans la technologie, l'agriculture ou encore la transition climatique? Et surtout, quelles retombées concrètes pour les citoyens européens? Et nouvelle bataille autour de la fiscalité, cette fois au nom de la santé publique. La Commission européenne relance son offensive contre le tabac en proposant d'alourdir les taxes, espérant ainsi freiner sa consommation. Une initiative qui rejoint celle de l'Organisation mondiale de la santé qui appelle à une hausse de 50% des taxes sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées. Alors l'objectif, sauver des millions de vies et générer jusqu'à 1400 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Reste à savoir si les gouvernements suivront et si la fiscalité peut réellement changer les comportements. Alors pour parler de ces sujets, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau János Allenbach-Amann, correspondant pour le média allemand Table Media. Bonjour János. Bonjour. Laurie Pacienza, activiste pour la justice sociale et climatique. Et Bruno Coleman, professeur universitaire d'économie et membre de l'Académie royale de Belgique. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors merci à vous trois de nous avoir rejoints. Avant de vous donner la parole, faisons le point sur les étincelles que crée l'épineux débat autour du budget européen. On regarde. Dire que la proposition de budget à long terme de la Commission européenne ne survivra pas sous sa forme actuelle serait un euphémisme. Quelques heures après la présentation du budget, l'Allemagne a rejeté le plan, estimant que le chiffre global de 2000 milliards d'euros était beaucoup trop élevé, à une époque où de nombreux pays s'efforcent d'assainir leurs finances publiques. Pour le chancelier Friedrich Merz, l'Union européenne doit faire plus avec l'argent dont elle dispose. Il s'oppose ainsi à sa compatriote chrétienne-démocrate Ursula von der Leyen, qui estime que les défis, de plus en plus nombreux, nécessitent une réponse budgétaire adéquate. En d'autres termes, plus d'argent. Il faut donc se préparer à des batailles budgétaires acharnées qui pourraient durer 2 ans. À la fin, tout se résumera à ceci. Qui gagne et qui perd? Avant de parler des gagnants et des perdants, Bruno, je me tourne vers vous. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l'a présenté comme un budget plus grand, plus intelligent, plus affûté et remodelé pour l'ère nouvelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que d'abord, il y a un problème en Europe, c'est sa crédibilité par rapport au reste du monde. Il y a aussi un problème de politique industrielle qui est soulevé depuis de très nombreuses années. Et la véritable question, c'est de savoir quel sera le pouvoir réel d'enforcement, comme on dit en anglais, de la Commission par rapport à des coordinations de politique au niveau national. Et en fait, l'Europe elle-même est confrontée de manière plus fondamentale à une tension interne très forte de manque de cohésion et de manque d'homogénéité entre des pays qui veulent garder un modèle fédéral, d'autres qui veulent un modèle beaucoup plus confédéral, et donc retirer à l'Europe un ensemble de prérogatives. Et on le voit dans différents domaines. Donc le contexte est extrêmement difficile, et s'ajoute à ça le fait que Ursula von der Leyen a plusieurs fois changé d'avis, c'est-à-dire que les priorités ont été mouvantes. C'était le Green Deal, on en parle moins maintenant, c'est la défense aujourd'hui, c'est la concurrence avec les États-Unis sous l'angle commercial, et donc il y a un manque de cohésion, de crédibilité, qui est en plus, comme je disais, sapé de l'intérieur par des divergences. Alors, les citoyens ordinaires, est-ce qu'ils devraient se réjouir qu'il s'agisse justement d'un budget record, Laurie ? Alors un budget record, ça dépend pour qui on parle. Vous l'avez dit, il y a des grands perdants dans ce budget, notamment l'agriculture, 86 milliards de moins. La politique agricole commune qui est maintenant diluée dans un pot commun et battez-vous pour les miettes. La nature et le climat, on nous annonce 35% du budget comme si c'était une victoire. Mais en fait, quand on regarde, c'est pour tous les objectifs environnementaux de l'Europe. Et donc il y a aussi la pollution, il y a aussi l'économie circulaire. Et donc finalement, la biodiversité, on voit qu'elle est perdante. On va un peu tout mélanger, si je comprends bien. Complètement. Et donc la biodiversité qui avait 10% du budget avant, devra se battre pour les miettes en fonction de l'agenda politique. Et on sait que l'agenda politique, il n'est pas en faveur du climat et de la biodiversité en ce moment. János, justement, le budget réduit le nombre de programmes de 52 à 16 avec une part de fonds complètement non alloués.
c'est-à-dire afin de permettre justement à la Commission d'être flexible. Ça ressemble, si on est un peu provocant, à quelque chose que presque Donald Trump pourrait avoir en tête. Je ne sais pas ce que Donald Trump ferait, mais c'est clair que c'est une proposition qui renforce la position de la Commission. C'est ça, et elle veut plus de flexibilité. Et après, c'est aussi tout le monde qui disait le budget n'est pas assez flexible et il ne fonctionne pas bien. Donc, ils font une proposition. Donc, c'est compréhensible qu'après, beaucoup d'acteurs aussi de status quo qui veulent défendre ça et qui a un problème. Maintenant, c'est clair que déjà, au début de cette négociation, il y a beaucoup de critiques. Si on ne critique pas, on n'aura rien à la fin. Mais alors justement, von der Leyen, elle veut réduire la dépendance historique de la Commission vis-à-vis de la contribution des États membres et en élargissant justement à l'idée de collecter des revenus, comme on dit « own resources » en anglais. Bruno, est-ce que c'est politiquement réalisable ? Mais c'est très compliqué, je le disais, parce qu'il y a des oppositions quant au modèle idéal de la Commission. Il y a des forces centripètes, on parle vraiment du cœur de l'Europe, et puis des forces centrifuges, qui sont en fait les pays du Visegrad, en fait. La Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, on les connaît. Et donc, on arrive à une situation où on renforcerait le pouvoir de la Commission, alors que ces réalisations en matière d'homogénéisation des politiques industrielles, comme je le disais, sont quand même assez faibles. C'est en contradiction avec la perception que les citoyens de certains pays peuvent avoir. Donc c'est très compliqué, je pense, de vouloir renforcer l'Europe, d'autant plus que les pays font maintenant face à des problèmes très très différents, des endettements spectaculaires qui ne peuvent que mécaniquement augmenter, et donc renforcer le poids de l'Europe par rapport à des pays qui eux-mêmes sont en déshérence budgétaire et d'endettement, ça me paraît extrêmement compliqué. Mais ça pose une véritable question de gouvernance. Quelle Europe voulons-nous ? Et le choix, c'est vraiment, est-ce qu'on veut une Europe qui soit beaucoup plus unie, homogène, comme ça avait été l'idée finalement il y a bien longtemps, ou est-ce qu'on veut un modèle plus confédéral qui permet à des pays d'avoir des positions différenciées selon les thèmes. Mais du coup, une commission plus indépendante, Laurie et justement János, une commission qui est plus indépendante, donc qui gère le budget d'elle-même, on pourrait dire, donc plus puissante quelque part, est-ce que c'est une bonne chose ? Alors ça dépend pourquoi. Une commission qui alloue plus de budget pour les enjeux qu'on a actuellement, oui, c'est une bonne chose et qui priorise ses budgets, mais par contre, à condition de ne pas verrouiller les États membres et qu'ils puissent ensuite avoir également la possibilité d'investir de leur côté. On voit ici avec l'austérité budgétaire qui pourrait être une condition d'accès à des financements. Et donc là, en effet, les États membres ne pourraient pas agir, notamment sur le sujet de l'environnement et du climat. Et ça, c'est problématique. Mais par contre, ce que je veux souligner, c'est qu'une ambition que devrait avoir la Commission, c'est plus de budget pour l'enjeu principal qu'on a actuellement, qui est la crise écologique, environnementale, climatique, de la biodiversité. Et ça, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui est très décevant pour ma génération et les générations futures. Oui, mais alors après, vous parlez effectivement de cette priorité climatique, mais aujourd'hui, on voit que la priorité, c'est la défense, par exemple. Alors justement, est-ce qu'on a mal déterminé ou mal défini les priorités, selon vous, János ? Les priorités, ça vient d'un peu le rapport de force qu'on a maintenant en Europe. Maintenant, c'est la défense, le grand enjeu politique. Bien sûr, le climat est l'enjeu réel, matériel qui est là, mais il n'a pas de force politique en ce moment. Et c'est maintenant qu'on propose... Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de force politique en ce moment ? Les Verts ont perdu beaucoup de force dans les élections. Il y a un changement vers la droite dans beaucoup d'États membres. Ouais. Donc, c'est difficile. Si maintenant la Commission dirait « oui, on met tout l'argent sur le vert ou beaucoup plus d'argent sur le vert », ce qu'elle devrait faire, je suis d'accord, mais les États membres viendraient et ça ne passerait pas. Et elle doit regarder aussi les réalités politiques. Et c'est ça l'enjeu. Alors, quelques heures après la présentation du projet de budget par la Commission, les critiques ont fusé de toutes parts. Des gouvernements et des corporations se sont dit mécontents, mais également d'autres institutions européennes, comme le Comité des régions. Alors, quel est leur argument ? Nous avons posé la question à la présidente du comité, Kata Touto, et voici ce qu'elle a déclaré. I understand that this proposal turns Je pense que cette proposition transforme les villes et les régions en simples exécutants de la politique de cohésion. Il s'agit d'une centralisation claire, d'un modèle descendant clair, au lieu d'une participation active à la conception et à la mise en œuvre des politiques. Ainsi, en mettant l'agriculture, l'immigration, le contrôle des frontières et la politique de cohésion dans un seul sac, un seul paquet,
on transforme l'ensemble en Hunger Games. Cela va se retourner contre les agriculteurs, les maires, les villes, et cela sera nocif pour la politique du logement, le chômage et les aides à l'agriculture. And agricultural subsidies. Alors Kata Touto, j'ai l'impression qu'elle n'est pas sur une position très divergente de la vôtre, Bruno, parce que justement, elle n'aime pas trop cette idée de centralisation des politiques de cohésion d'agriculture. Bon, son jugement est sans appel, mais est-ce qu'elle a raison ? Mais ce qu'elle exprime, c'est qu'elle ne veut pas un modèle top-down, c'est-à-dire un modèle qui soit agrégé au sommet et dont les régions, les pays soient les simples exécutants. Et je pense que cet argument possède une certaine légitimité. Parce qu'on parlait il y a quelques minutes de la défense et du climat. On oppose deux choses finalement extrêmement importantes. On oppose le sauvetage de la planète, et on sait que c'est un risque existentiel, il n'y a pas d'autre mot, à des investissements dans la défense qui est un moyen de destruction de la planète et des hommes. Et je serais extrêmement inquiet de voir que ces arbitrages soient concentrés au niveau européen. D'autant plus qu'il y a quand même un problème de transparence démocratique. On parle de l'Europe comme étant une Olympe technocratique, je crois que ce n'est pas tout à fait faux. Et donc le citoyen ordinaire, en fait, n'a que peu de liens transitifs par rapport aux décisions qui sont prises au niveau européen. Et donc je pense que l'Europe, en voulant agréger les pouvoirs et en changeant les priorités selon des mécaniques qui nous sont un peu obscures et abscondes, à mon avis, ne répond pas aux besoins démocratiques des peuples. Donc si je comprends bien, les grands perdants, c'est quand même le climat, Laurie, du coup. Complètement, comme le dit cette dame dans la vidéo, c'est qu'on a un fourre-tout, on a un budget fourre-tout et battez-vous pour avoir des miettes. La cerise sur le gâteau, c'est le budget LIFE, qui était du coup un budget dédié à l'action environnementale, notamment en finançant des ONG cruciales en la matière qui font le travail délaissé par les États membres. Et bien ce budget maintenant il est dilué dans cet énorme pot commun et une partie dans le fonds pour la compétitivité de l'industrie et des entreprises. Alors financer l'industrie et les entreprises quand elles font le job d'un point de vue social et environnemental, il n'y a pas de problème. Le grand risque en fait c'est le manque de conditionnalité. Donner de l'argent pour pas être sûr qu'en fait à la fin on ait des vrais impacts sociaux et environnementaux concrets. Et donc ça c'est crucial de le rappeler. Mais surtout j'aimerais rappeler qu'il y a quelques mois la simplification d'Ursula von der Leyen rimait avec dérégulation et maintenant en fait elle rime avec dilution et donc battez-vous pour les miettes et en effet les miettes ce sera probablement pour le climat et la biodiversité. Oui. Alors justement les autres grands perdants c'est qui? On a les agriculteurs, le tabac, la nature, qui d'autre perd dans cette bataille? Maintenant, tout le monde dit qu'ils perdent. Mais à la fin, il faut dire il y a beaucoup de défis nouveaux. Il y a la défense. C'est un défi réel. Il faut dépenser plus et il faut dépenser en européen. Donc, c'est clair et c'est nécessaire qu'il y ait un poste important dans le budget pour la défense, à mon avis. Après, le climat, il reste. Et puis, c'est vrai que les agriculteurs, ils perdent le plus. Après, aussi, les régions, ils perdent. On l'a écouté avant. Mais aussi, il faut dire que la politique de cohésion ne fonctionnait pas très bien. Donc, il faut se dire... il y a des études qui prouvent que, oui, elle a aidé cette politique de cohésion de réduire les inégalités entre les régions, mais dans les régions qui ont touché l'argent, l'inégalité sociale, en fait, elle a augmenté. Donc, ça aide aussi aux élites dans les régions pauvres. Donc, ce n'est pas vraiment une politique qui fonctionne bien. Donc, c'est bon d'avoir un changement. Il faut changer quelque chose. Oui, mais du coup... En gros, pour vous, les batailles idéologiques qui arrivent pendant ces 2 prochaines années, puisqu'il va y avoir une négociation sur les 2 prochaines années, elles sont où exactement, Bruno ? Mais fondamentalement, la bataille idéologique, elle est multiforme. Elle est d'abord dans le temps. Il y a une question de temporalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut finalement sauver et léguer à nos descendants et même à nos propres générations. Et je pense que, pour revenir à ce qui a été dit, la lutte contre les défis climatiques, ça doit primer à tout prix, parce que finalement, on n'aura plus de terre, sinon un jour, on aura beau discuter de tout et de rien, ça n'aura plus le moindre intérêt. Mais finalement, la lutte idéologique, c'est en fait le modèle qu'on veut garder, et ça dépasse largement le cadre du budget européen. C'est le modèle qu'on veut garder en Europe. Est-ce qu'on veut garder un modèle d'État social, ou est-ce qu'on veut rentrer dans une logique qui est beaucoup plus néolibérale, que je qualifierais même d'exolibérale, en référence à Trump, c'est-à-dire un modèle où l'économie de marché
marché, avec son instantanéité dans la formation des prix et des quantités, prime sur le bien-être à long terme. C'est ça le vrai débat qu'on a maintenant. Et donc, c'est quand vous parliez de choix idéologiques, on parle bien de choix politiques et idéologiques. Et justement, Laurie, ce modèle, c'est quoi ? Mais moi, je trouve qu'en termes d'idéologie, on impose deux choses. En effet, d'une part, la défense pour une potentielle menace et le changement climatique, qui est une menace avérée, concrète, qui coûte déjà des milliards dans l'inaction. Donc ça, c'est très important de le rappeler, c'est qu'on compare deux choses qui ne sont pas comparables et on va définancer l'une au profit de l'autre, alors que ce n'est pas comparable. Et si on voulait réellement prendre les menaces de manière générale au sérieux, en fait, on prendrait le changement climatique davantage au sérieux et on lui donnerait le financement dont il a besoin. Une deuxième bataille idéologique, c'est le climat versus les entreprises / l'industrie. Mais j'aimerais rappeler que les entreprises et les industries, elles ne seront que plus prospères de prendre la question climatique en cause. Pourquoi ? Parce que les risques climatiques, ce sont des risques financiers qui se chiffrent en euros, en millions d'euros. Les seules entreprises qui survivront à cela, c'est celles qui le prennent en compte dès maintenant, investissent dans la lutte et dans l'adaptation. Et alors faire des politiques qui avantageraient celles qui ne font pas cela, c'est absolument pas du tout un bon calcul d'investissement. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de pouvoir de taxation au niveau européen, parce que c'est comme ça maintenant que la défense, le social, le climat sont mis en concurrence l'un avec l'autre. Et on ne peut pas... Il faut dépenser plus sur toutes ces priorités en européen, mais on n'a pas l'argent. Et on doit aller chercher l'argent, on doit chercher en fait des miettes chez les États membres, et on ne peut pas faire une politique de taxation qui va vers les riches, qui va vers les grandes fortunes. C'est impossible dans les règles, dans le cadre qu'on a maintenant. Et c'est ça qui fait tout ça. On a quand même un système de ressources propres, puisqu'on est... On a un système, mais si on veut introduire de nouveaux ressources propres, c'est extrêmement difficile. On a besoin de l'unanimité. Si on veut des taxes, c'est l'unanimité. Donc, l'Irlande, le Luxembourg, ils peuvent à eux-mêmes, ils peuvent bloquer tout ça. Et comme ça, on crée un problème social, parce qu'on voit un Espagnol, il dit maintenant j'ai moins de dépenses sociales, j'ai moins d'aide sociale, parce qu'ils doivent acheter des chars contre la Russie. C'est difficile à expliquer. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui répugneraient à payer un impôt directement à l'Europe, parce que d'abord l'impôt exige un certain consentement, et d'autre part, comme les objectifs de la Commission ne sont pas stables, ils sont influencés par des considérations géopolitiques trumpiennes, on va dire, ça voudrait dire que finalement nos impôts directs seraient décidés par un cénacle de personnes qui ne sont pas élues et qui décideraient en fonction de leur influence politique personnelle ce qu'ils vont faire de l'argent. Donc je pense que ça poserait vraiment un problème de légitimité financière et fiscale. Oui, mais on en revient finalement aussi à l'indépendance de la Commission. Absolument. Et la possibilité qu'il y ait un vrai budget européen. Laurie, justement, cette idée de taxe, d'impôt direct européen, ça serait une folie ? Mais ce que je retiens en tout cas, c'est que pour la première fois, on parle de taxer les grandes entreprises au profit de l'Europe de manière générale et de ces grands enjeux qui ne sont pas toujours bien sélectionnés et qui dépendent du contexte politique. Mais pour une fois, on en parle. Et ça, s'il y a bien quelque chose de positif que je dois ressortir de ce budget, c'est ça, c'est que c'est sur la table. Que ce soit fait au niveau européen, ça me semble, comme le dit Bruno, très compliqué. Mais en tout cas, c'est à l'agenda pour une fois. On va enfin parler de taxer ces grandes entreprises, appliquer le principe du pollueur-payeur et peut-être finalement arriver à dégager de l'argent pour les vrais enjeux qu'on a mentionné juste avant. Et donc ça, en ce sens, pour moi, c'est une victoire. Comment elle va être appliquée, vous l'avez dit, au niveau européen, ça risque d'être très compliqué, mais en tout cas, écrire noir sur blanc qu'il y a une volonté d'aller chercher l'argent là où il y en a, c'est pour moi l'unique victoire de ce budget. Vous parlez justement des aspects plutôt positifs de ce budget. Les gagnants, on sait aussi que c'est l'Europe de l'Est, parce que l'élargissement, l'Ukraine, les consommateurs d'électricité, les technologies numériques, la défense, on l'a dit, la recherche et la culture. Est-ce qu'on oublie quelque chose, János ? Oui, bon, je crois en fait les États frugaux comme l'Allemagne, ils ont dit on est contre tout ça, mais en fait ils gagnent beaucoup avec ce fonds de compétitivité qui est beaucoup plus grand. C'est quelque chose de nouveau, c'est presque 400 milliards d'euros. On a beaucoup de fonds pour la défense, pour l'industrie de défense. On a presque doublé Horizon Europe, c'est le programme de recherche. Et
ça, c'est des fonds qui ne sont pas déjà transmis vers les États membres. Donc là, c'est l'excellence qui compte, c'est de bons projets. Et là, c'est beaucoup d'entreprises allemandes, des entreprises allemandes qui vont gagner ces projets et ces fonds. Et c'est beaucoup plus, c'est un aspect beaucoup plus important maintenant. Et il reste bien sûr contributeur net, mais là, il a gagné beaucoup, en fait. Alors justement, pour rester sur un point de vue un peu général, Bruno, je tourne vers vous. On sait qu'aujourd'hui en Europe, beaucoup de pays, notamment la France, ont un vrai, très gros déficit. Et d'un coup, en Europe, on parle d'un budget très conséquent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de dichotomie Ben oui, il y a une contradiction complète parce que les ressources européennes viennent essentiellement des États. Et donc, on a en Belgique comme dans d'autres pays au niveau européen un énorme problème qui est essentiellement lié, parce que c'est l'arrière-plan en commun, au vieillissement de la population. Ce qui veut dire plus de dépenses sociales, moins de recettes fiscales, parce qu'une population vieillissante produit moins de croissance et de richesse. Et donc, on a un basculement complet du modèle par rapport à ce qu'on a constaté il y a 30 ou 40 ans. Et ce qui veut dire que l'Europe en tant que telle aura une faible croissance, donc un besoin absolu de déficit budgétaire et d'endettement public, et alourdir le budget européen alors que les pays pris de manière isolée ont déjà ce problème, peut-être l'Allemagne moins que d'autres, ou le Luxembourg moins que d'autres, ça va créer un hiatus complet. Et donc alors des hiatus, on en aura beaucoup. Mais on aura sur cette discussion, il y aura beaucoup de batailles idéologiques, comme je l'ai dit. Eh bien, c'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. Restez avec nous. Après une courte pause, nous évoquerons notre santé. Faut-il plus taxer les produits qui nous font du mal? À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Alors, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Les problèmes chroniques de santé publique deviennent incontrôlables. En réponse, l'OMS pousse les pays à augmenter de 50% les prix des boissons sucrées, de l'alcool et du tabac au cours des 10 prochaines années via une hausse de la fiscalité. Alors, l'objectif est de réduire la consommation de ces produits qui contribuent à des maladies telles que le diabète ou le cancer. L'OMS devient ainsi une alliée de la Commission européenne qui souhaite moderniser la directive sur la fiscalité du tabac de l'UE. Alors, est-ce un signal fort en faveur de la santé publique ou une nouvelle manière de mettre de la pression sur les contribuables? Et Bruno, justement, je me tourne vers vous. Il s'agit évidemment d'une idée portée par l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'elle a une chance de faire son chemin au sein de l'Union européenne ? Mais le problème est simple et compliqué à la fois. Bien sûr, on devrait interdire ces produits. Ils sont nocifs et donc on sait qu'on crée un passif, on va dire, de métabolisme absolument épouvantable. Mais en même temps, on vit une polarisation de la société en termes sociaux qui conduit au fait que les personnes les moins favorisées sont celles qui vont naturellement moins bien se nourrir parce qu'elles n'ont pas les moyens de mieux se nourrir et donc vont se rabattre sur des produits, on va dire, type alcool et autres, ou des produits ultra transformés qui sont nocifs pour la santé. Et donc si on augmente la fiscalité sur certains produits qui sont malheureusement ceux que des personnes doivent consommer par défaut, en fait c'est la double peine. Et donc on va les accabler et on ne va pas leur permettre d'avoir les moyens financiers de mieux se nourrir ou de changer leurs habitudes de consommation. Donc on peut augmenter légèrement la fiscalité, mais c'est surtout une question de prévention et d'information. Alors les chiffres avancés par l'OMS sont assez impressionnants. Est-ce que c'est un avertissement, Laurie, ou avons-nous déjà franchi un peu le point de non-retour ? Concernant le tabac, vous voulez dire ? Mais je pense, si on reparle de cette taxe, que taxer un produit qui est néfaste pour la santé et pour l'environnement, on ne le mentionne pas souvent, mais l'industrie du tabac est extrêmement énergivore et intensive en carbone. On parle d'une industrie qui cause la déforestation, qui est très énergivore pour le séchage, qui ensuite, lors de la consommation, émet énormément de pollution. On parle de la pollution des mégots qui peuvent polluer des milliers de litres d'eau. Évidemment, on parle d'abord du problème de santé, mais en fait, un problème environnemental résultera inévitablement en un problème de santé par la suite. Et donc, je trouve ça important de le rappeler, c'est que c'est un produit qui est néfaste et pour la santé et pour l'environnement. Mais alors, du coup, il faut une taxe ou pas ? Moi, je pense que c'est toujours une bonne nouvelle de taxer des produits qui sont néfastes pour ces deux choses, mais je rejoins Bruno dans le sens qu'une taxation, oui, mais à condition que les fonds récoltés par cette taxation servent ensuite à la prévention pour
que la justice sociale soit respectée, tout simplement, et qu'on n'accable pas toujours les mêmes. Et donc, moi, je suis pour une génération sans tabac qui sera peut-être ma génération ou les générations à suivre, mais pour ça, il va falloir un peu de courage politique. Alors, János, justement, cette directive sur la fiscalité du tabac, selon vous, pourquoi maintenant et pourquoi ce besoin ? La Commission ou l'UE a besoin d'argent. Et c'est énormément difficile de chercher ou de trouver de nouvelles ressources propres pour le budget européen. Et donc, elle cherche où elle peut. Et elle aime en fait ces taxes pigouviennes, ces taxes où on veut avoir du revenu et aussi changer un comportement dans la société. Elle aime bien ça. Je ne sais pas si c'est vraiment apprécié par les gens parce que c'est, comme vous avez déjà dit, ça touche beaucoup de personnes. Mais après, c'est aussi un problème parce que après, si on a vraiment on réussit à changer le comportement, on aura moins de revenus. Donc c'est aussi un peu un problème. La taxe sur le tabac, c'est vieux quand même, c'est une vieille histoire. Oui, c'est une vieille histoire, mais elle veut l'augmenter. Donc, Alors, une des parties prenantes qui ne voit pas d'un bon œil cette évolution, c'est l'Association européenne du tabac à fumer qui représente l'industrie. À sa tête, Peter van der Mark. Nous lui avons parlé de la perspective d'une augmentation des taxes sur le tabac et voici ce qu'il nous a dit. Acting as if taxation at high levels is the one and only solution. Agir comme si une taxation élevée était la seule et unique solution pose de nombreux problèmes. Le problème le plus important étant le commerce illicite. Dans l'Union européenne, la fabrication illicite est très répandue. Si vous calculez le nombre d'usines clandestines au cours des 3 dernières années, cela représente plus d'usines que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement légale. Cela vous donne une idée de l'ampleur du phénomène. Et si vous ne voulez pas le reconnaître, vous vous exposez à de graves problèmes. You are setting yourself up for serious problems. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que justement, il utilise le commerce illicite un peu comme l'argument massif des lobbyistes pro-tabac. Justement, János, est-ce que ça vous semble pertinent ? Oui, vu l'histoire de l'industrie de tabac, il faut toujours être très critique avec ce qu'ils disent. Mais il y a bien sûr la prohibition, comme ça ne fonctionnerait pas. S'il y a la prohibition, on va créer des marchés illégaux. Et après un certain level de taxes, niveau de taxes, ça crée des marchés illégaux. Mais si on a des revenus de ces taxes, on peut les utiliser pour justement combattre ce marché illégal. Et c'est bien sûr quelque chose qu'il ne dit pas. Alors, Laurie, Bruno, justement, la Commission européenne, elle veut vraiment faire baisser le taux de tabagisme, on le sait. Mais, et vous l'avez dit un peu à votre façon, mais est-ce qu'elle ne devrait pas justement renforcer la lutte aussi contre le commerce illégal ? Oui, mais ce monsieur, il est rigolo. Oui. Il est amusant, ce monsieur. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si on lève trop d'impôts sur le tabac, il va y avoir de la contrebande, donc un commerce illicite. Oui. Mais il semble que les problèmes de santé publique n'ont pas lieu de l'intéresser beaucoup, finalement. Oui. Parce que ce qu'il aimerait bien, lui, c'est qu'il n'y ait pas de contrebande pour qu'il puisse avoir tous les bénéfices du tabac. Mais il oublie de dire une chose, c'est qu'il y a un lien irréfutable, incontestable, qui a été établi entre le cancer et le tabac, ce qui n'est pas le cas de l'alcool, par exemple, où il y a encore des doutes. Donc, la vérité, c'est qu'il faut convaincre les gens de ne pas fumer. Il faut utiliser l'argent pour la prévention. Finalement, le problème, c'est qu'il faut un moment du caractère, des conditions sociales acceptables pour arrêter de fumer. On sait que la consommation de tabac diminue, mais on n'est jamais descendu en dessous des 20% de la population. Et donc, ça pose un véritable problème. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas que le tabac à fumer. Il y a toute une série de substituts qui ont été développés, notamment dans les pays nordiques, qui conduisent à d'autres addictions. Et je pense aussi aux cigarettes électroniques, qui sont des moyens un peu Laurie, justement, vous êtes d'accord avec ce que dit Bruno ? Mais 100%. Et ça me fait toujours beaucoup rire qu'on donne la parole à ce genre de personnes, parce que je pense qu'ils avaient déjà ces arguments fallacieux avant que je sois née. Donc ce mythe du marché illégal est probablement plus vieux que moi. Évidemment que décourager la consommation de tabac ne va pas dans le sens de ce monsieur. Donc évidemment qu'il va utiliser les dernières armes qu'il peut pour lutter contre. Cela dit, on a une vraie opportunité politique d'avoir une génération sans tabac qui serait la mienne et c'est l'avenir. Alors, et il faut la saisir. Une opportunité politique à saisir pour lutter justement contre le tabagisme. C'est sur cette note que nous pouvons clore ce débat. Comme toujours, vous retrouverez toutes les dernières actus sur le site et l'application Euronews. Un grand merci à nos invités et à ceux qui nous regardent. Restez avec nous. À bientôt. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles. Je t'aime avec nos 3 invités. János Allenbach-Amann, correspondant pour le média allemand
Table Media, Laurie Patienza, activiste pour la justice sociale et climatique, et Bruno Coleman, professeur universitaire d'économie et membre de l'Académie royale de Belgique. Alors la chasse aux bonnes affaires en ligne pourrait bientôt perdre un peu de son attrait, du moins en France. Le gouvernement français a infligé une amende de 40 millions d'euros aux géants chinois de la fast fashion ou mode éphémère Chine, pour ce que les régulateurs appellent des pratiques commerciales trompeuses. Il s'agit d'une escalade majeure dans la surveillance par l'Europe du modèle de la fast fashion. Ce revers intervient 2 mois après que la Commission européenne a reconnu Chine coupable de pratiques commerciales illégales en vertu du droit de l'Union européenne. Il y a plusieurs mois, la France avait déjà présenté une nouvelle législation visant Chine et son rival chinois Temu, avec des écotaxes, des interdictions de publicité et des restrictions pour les influenceurs. Tout d'abord, quelqu'un ici sur ce plateau a-t-il déjà acheté sur ces plateformes ? Laurie, je pense que non. Bruno ? Jamais. Yanoche, non plus. Alors justement, Yanoche, ces mesures, est-ce qu'elles auront un impact sur les consommateurs ? Sur les consommateurs, je ne sais pas encore. Je crois une amende, les 40 milliards, c'est pas grand-chose en fait. Si on regarde le chiffre d'affaires de Shein, c'est rien. Ouais. Donc des amendes comme ça, non. Il faudra des mesures beaucoup plus concrètes. La Commission veut mettre une taxe de 2 euros par colis sur ces colis. Et là, je crois que ça ferait du sens et ça fait... Parce qu'avec tous les colis, leur modèle, c'est qu'ils envoient tous les colis Et là, ça permettrait de créer un vrai contrôle, la gestion du stock. Exactement. On pourrait vraiment contrôler ce qui est là-dedans. On pourrait financer le contrôle. On fait les choses un peu plus chères et puis les autres acteurs qui, en fait, respectent les règles peuvent être compétitifs de nouveau. Laurie, vous êtes d'accord avec le 40 milliards, c'est pas grand-chose ? C'est pas grand-chose pour Chine. Ce qui est important ici, c'est de saisir l'opportunité d'enfin créer un récit qui diabolise, parce que c'est ce qu'elle mérite, les marques comme Chine, les marques qui ont recours à l'esclavage moderne, à du coton fabriqué par la communauté ouïghour dans des conditions complètement aberrantes, aux 75 heures de travail par semaine. Et alors à l'impact sur l'environnement, j'en parle même pas, on n'est que sur des fibres synthétiques. Donc en fait, c'est le plan B de l'industrie pétrolière. Donc finalement, et puis le nombre d'avions qu'on doit affréter à chaque fois pour les... Complètement, le transport également. Donc finalement, il est un peu temps de sévir pour ces entreprises-là. Et là, l'Europe a une opportunité, parce que là, la France a sévi, c'est très bien, et je souligne que c'est très important, mais l'Europe pourrait sévir et faire bloc enfin contre ces entreprises qui n'apportent rien de bon pour les travailleurs ni pour l'environnement. Et on avait une directive contre le greenwashing, parce que notamment, ce que je reproche la France à Chine, c'est des allégations environnementales fallacieuses. On avait une directive contre le greenwashing, mais les conservateurs ont décidé de la mettre au placard. On avait un devoir de vigilance qui aurait dû forcer des entreprises comme Chine à être transparentes sur toute leur chaîne de valeur, mais qui était affaiblie et amoindrie également par les conservateurs. Et donc, maintenant que la France a pris ses responsabilités, moi j'aimerais demander à l'Europe d'enfin les prendre également. Alors, quels sont les problèmes avec les plateformes comme Chine et Temu, et quels sont les risques pour les consommateurs ? Pour en savoir plus, nous avons discuté avec Laura Claes, qui est porte-parole de l'organisation belge de consommateurs Testachat, membre du réseau international Euroconsumers, et voici ce qu'elle nous a dit. Nous constatons une augmentation exponentielle d'un certain type de colis de faible valeur, dont la valeur est inférieure à 150 euros. Nous sommes passés de quelques milliers par jour pour la Belgique à environ 3 millions par jour. Des vêtements et des chaussures de Shein, des cosmétiques et des jouets de Temu, nous voyons beaucoup de substances nocives. Nous constatons également de nombreux cas de non-respect de la législation européenne en matière de sécurité des produits. Ces produits présentent donc des risques réels pour les consommateurs. Nous savons maintenant que l'UE parle d'une réforme douanière. Par exemple, l'abolition du seuil de 150 euros pour le paiement d'une taxe douanière. Il est également question d'une taxe de manutention. C'est une bonne chose, car nous pourrons ainsi financer les contrôles supplémentaires qui sont réellement nécessaires. Alors avant de parler complètement de cette vidéo, Bruno, je me tourne vers vous. On les appelle ultra fast fashion parce que ces entreprises fonctionnent à toute vitesse, on le sait. Certains modèles vont du concept à la vente en moins de 10 jours, avec des déchets, des émissions de gaz à effet de serre qui explosent. Chine et Temu expédient ensemble l'équivalent de 88 cargos Boeing 777 chaque jour dans le monde. Alors, selon vous, est-ce que les autorités européennes sont totalement dépassées ?
Mais d'abord, il faut remarquer que leur modèle économique est assez performant. Le time to market est assez rapide chez eux, donc il y a des avancées technologiques et logistiques qui sont incontestables. Et nous, on doit absolument s'opposer à ça, parce que plus fondamentalement, qu'est-ce qui se passe au-delà de l'aspect écologique qui a bien été développé? En fait, ces entreprises sont en train d'aspirer nos gains de productivité, parce que ce sont des producteurs nationaux européens qui finalement vont mettre la clé sous le paillasson. On le voit d'ailleurs en France. Ouais. Dans toutes les Elles tuent des marques. Toutes les chaînes de vêtements sont en train de mourir les unes après les autres. Mais il y a encore quelque chose de plus pervers, c'est qu'en fait, on est en train de voler leur absence de protection sociale. Quand on utilise des personnes là-bas qui travaillent 70 heures par semaine, comme ça a été dit, dans des conditions, à mon avis, qui doivent être épouvantables, ça veut dire qu'on vole la protection sociale dont nous bénéficions grâce au fait qu'on peut acheter moins cher ce qu'on importe que ce qu'on produit chez nous. Donc finalement, sous l'angle écologique, économique, mais simplement de la justice sociale, des termes de l'échange sociaux, eh bien, c'est absolument épouvantable. Et donc ça veut dire que si l'Europe n'est pas capable de répondre par rapport à ça, alors on a perdu toute souveraineté en matière de protection des individus. Et n'oublions pas, alors, le paradoxe invraisemblable, c'est que j'ai lu et on m'a confirmé à plusieurs reprises qu'un vêtement, un t-shirt qui est acheté sur ce genre de plateforme, dans 40% des cas, n'est même pas porté ou n'est porté qu'une fois. Ce qui veut dire qu'on est dans une logique consumériste, mais qui est exponentielle et qui en fait n'a aucun aboutissement, puisqu'en fait le besoin suscite le besoin supérieur. Mais du coup, est-ce que si on réfléchit un peu à ce que ça veut dire tout ça, est-ce qu'il faut les interdire, ces plateformes, János? Je ne sais pas si on doit les interdire, mais il faut être beaucoup plus strict. Et peut-être une interdiction serait un modèle. Mais je crois qu'il faut vraiment être plus fort. Et ça, c'est un problème de l'UE, en fait, parce qu'il y a un processus sur la réglementation des services numériques contre Chine. Il y a un processus, mais c'est long, c'est technique. Mais en fait, il faut être vraiment strict. Il faut dire, peut-être il faut les interdire, il faut faire ou mettre des amendes très hautes, comme ça. Parce que aussi, si l'Europe est faible, elle perd le respect des gens. Alors, être plus strict, plus fort sur la régulation de ces plateformes, c'est sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Retrouvez tous nos reportages et analyses sur le site et l'application Euronews. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, quel que soit le sujet, écrivez-nous à bruxellesjetem@euronews.com ou via les réseaux sociaux. Merci à nos 3 invités et merci à vous de nous suivre. À très bientôt.